Ben, je vais vous dire une chose. C'est assez curieux, mais quand j'étais reçu compagnon, le jour où j'étais dans la carrière, quand j'étais reçu compagnon, il y a eu 3 arcs-en-ciel. Ben voilà. Daniel Petitgenet est tailleur de pierre. Il descend de cette longue lignée de graniteurs vosgiens qui ont pavé les rues des plus grandes villes d'Europe, bâti des stèles, des pierres tombales et érigé de très nombreux monuments, tout en granit, tout à la main. Daniel n'est pas seulement un tailleur de pierre, il est aussi sculpteur. Un sculpteur qui s'est formé à la dure école du Tour de France des Compagnons des Devoirs. Aujourd'hui, il a réuni autour de lui d'anciens tailleurs de pierre, des vieux de la vieille, qui n'ont pas pu, à leur époque, apprendre la sculpture auprès des compagnons. C'est ensemble qu'ils vont réaliser une œuvre tout en granit, tout à la main, la Noce radieuse. Une sculpture qui parle d'un métier, d'une passion et d'une amitié. On est d'accord. Alors donc, moi je vais vous donner tout de suite la proportion, puis on fait une coupe tout de suite. D'accord? Allez, je vais vous donner ça tout de suite. Une paire de mortoises ici. Alors, je suis bien content, après 16 ans que je suis en retraite, d'avoir pu faire encore une coupe. Hein? La Noce radieuse, c'est un mot qui appartient à Daniel pour parler de sa relation passionnelle avec la pierre. Un mot qu'il partage avec ses amis, René, Paul et Jules. Un mot que comprennent également les habitants de la vallée de Cleury, où se trouve son atelier. Une vallée entourée d'un granit que plusieurs générations de montagnards ont exploité. Leur ardeur à la tâche était éprouvée par la dureté de la pierre, tant leurs outils étaient dérisoires. Quelques baramines, de la dynamite, et bien sûr des massettes et des burins. Tous les coups de marteau paraissent identiques. Il n'y en a pas un. Si j'en donne 10 000, c'est 10 000 coups de massette, mais pas un le même. C'est ça qui est extraordinaire. Donc il y a cette apparence de geste répétitif. Ça me fait rire parce que c'est toujours différent, toujours. La massette, elle est aussi vieille que le monde parce que c'est le seul instrument qui n'a pas changé pour tailler la pierre. Toutes ces massettes, il y en a des petites, des grandes, celles qui ont travaillé. Alors, une de mes préférées, c'est ce n'est pas ma massette, c'est la massette d'un ancien qui est magnifique comme tout parce qu'il y a la trace des doigts, la trace de doigts, l'usure de la poussière avec la poussière de pierre et la transpiration, et on sent la main de l'homme qui a travaillé, qui a serré cette massette. Ça, c'est une pièce de musée, ça. Et l'homme taille la pierre depuis la nuit des temps. Mais dans les Vosges, ça ne fait que 200 ans. Tout a commencé au XIXe siècle. Alors qu'on pavait les rues des plus grandes villes d'Europe, des compagnons ont montré aux montagnards vosgiens comment exploiter les gisements de granit. À partir du XXe siècle, un homme voit grand, très grand même.
c'est Isidore Étienne, qu'on appelle à l'époque le roi du granit. Anticipant la fin des pavés par l'arrivée du bitume, il trouve dans les monuments funéraires une nouvelle vie pour le granit des Vosges. C'est alors que tout s'accélère. Voyageant dans toute l'Europe, il découvre des machines qui permettent d'industrialiser sa production. Pour les alimenter, il ouvre des carrières sur tous les versants de la montagne vosgienne. Cet essor du granit attire des hommes, des centaines de tailleurs de pierre qu'Isidore Étienne recrute personnellement durant ses voyages en France, en Belgique et en Italie. Et c'est ainsi que le père de Jules Bocca a quitté le Piémont pour les Vosges en 1920. Faut pas croire que je suis parti en carrière avec papa. Bon, on commençait déjà en carrière avec papa pendant les grandes vacances, hein, quand on avait 12-13 ans, quoi. Mais j'ai commencé sérieusement à travailler avec papa à l'âge de 14 ans, quoi. C'est lui qui m'a tout appris. Il était dur, hein, faut pas croire. C'est pas les papas de maintenant, hein. Enfin, il était dur avec lui-même, donc, hein. Pour lui, c'était normal, quoi. Ouais. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à tailler de la pierre, c'est-à-dire à faire des monuments funéraires. Dans ce temps-là, c'était pour M. Étienne, hein, ici. Au printemps, il disait « Oh, Jules, les petits oiseaux chantent. Va falloir remonter. » Et on remontait. Jusque dans les années 60, les graniteries sont gourmandes en main-d'œuvre. Et ce métier de tailleur de pierre entre toujours un peu plus dans le sang des montagnards vosgiens. Les machines d'Isidore Étienne et de ses nombreux concurrents imposent une cadence telle qu'il faut importer du granit pour les rentabiliser. D'abord depuis les Pyrénées et la Bretagne, puis d'Afrique, d'Inde et du Brésil. La concurrence est impitoyable pour les carrières vosgiennes. La matière première y est trop profonde pour être extraite à moindre frais. Alors elles ferment, les unes après les autres. Et partout dans les Vosges, les tailleurs de pierre rangent leurs massettes et leurs burins. Dans les ateliers, l'expansion poursuit son avancée. Les hommes qui y travaillent deviennent des manutentionnaires qui alimentent en granit des scies et des polisseuses toujours plus puissantes. Le métier de tailleur de pierre, qui fut celui des pères et grands-pères de Jules, René, Paul et Daniel, ne sera pas celui de leurs fils. La famille de Paul Pennone est aussi d'origine italienne. Il a fait ses premières armes dans cette carrière, à l'âge de 10 ans, avec son père et ses frères. Depuis 30 ans, la végétation a repris ses droits, recouvrant la roche que les Pennone avaient mise à jour. Je vais avoir 63 ans. Je veux dire, à l'heure actuelle, j'aimerais bien, si j'aurais le moyen, c'est-à-dire l'argent, j'aimerais bien d'ouvrir une carrière. Alors, une carrière qui vale le coup, que ça soit du bon granit, du beau granit, mettons du gris bleu, une bonne carrière de gris bleu, ou bien une carrière de rouge de Snowdon, ou bien même par ici, s'il y aurait un beau massif à exploiter. Oui. Moi, je le ferai encore. Je serai capable de le faire. Je suis un peu trempé dans ce métier. C'est comme quand tu forges un outil, tu le trempes dans l'eau pour lui donner la trempe, pour lui durcir l'acier. C'est pareil, c'est exactement pareil. Je le referai, avec plaisir. Oui. Parce que j'ai la nostalgie quand même des moments que je travaillais avec mon père, malgré la dureté qu'il avait. Parce qu'il a été très dur, le père. Claude est le bras droit de Daniel. Bien qu'il n'ait pas vécu l'époque légendaire de la ruée vers le granit, il a été convié, lui aussi, à la noce radieuse. On regarde la pièce, on discute de choses et d'autres. On discute de la pierre,
Puis ça dérive sur le passé de Paul, sur ce qu'il a vécu. Il me parle de ce qu'il a vécu, tout ça. Ça crée des liens, tout ça. Comme quoi on n'est pas tellement différents. Parce que moi j'ai vécu des trucs, je leur dis. On se ressemble. Je pense qu'on a un peu la même timidité devant la pierre. Il nous faut un peu la trouille, quoi. Mais bon, faut être plus fort qu'elle, faut essayer de la maîtriser. Sinon, si tu la maîtrises pas, tu la domines pas, tu feras rien dedans. Il y a des millions d'années, elle était vivante, cette pierre. Elle a bougé, elle a travaillé, elle s'est transformée. C'est comme un arbre, il est vivant, un arbre. La pierre, ça a été pareil à une époque. Maintenant, elle est inerte. Justement, on lui redonne sa vie, mais elle est toujours aussi costaud en elle-même. Elle est toujours enracinée, elle a toujours son... Elle est dure. On dit du granit qu'il est une roche éternelle. Les habitants de Paris, Metz, Bruxelles et d'autres villes marchent encore sur les pavés de la carrière de Plaine-Cleury, la plus grande des Vosges. Aujourd'hui, c'est une forêt. Avant, c'était une carrière. De temps en temps, j'aime bien venir ici. J'essaye d'imaginer le monde de l'époque. J'ai connu cette carrière quand j'étais vraiment un gosse. Et je dis quand même, ça faisait vivre des familles. Peut-être, c'était difficile, c'était peut-être dur, mais au moins, ça les faisait vivre. Imagine un moment, voilà, c'est le dernier jour. Les cailloux du dernier jour, tu sais, cette angoisse. Moi, je peux te dire que il y a des terres de pierre qui ont pleuré. Quand c'est fermer leur vie, c'est fermé, c'est coupé, c'est fini. Terminé. Voilà, la carrière. Imaginons quand elle était propre, qu'elle était en pleine vie, le patron arrive, bon, vendredi, c'est terminé. Imagine cette déception. Et je cherche le dernier caillou, le dernier regard des gars, des types qui ont travaillé là-dedans. Ils ont dû regarder la carrière comme, je ne sais pas dire une prière. Ils sont aussi déchirés que la carrière. Je pense que leur esprit et leur âme ont été aussi déchirés. Mais à l'époque, on ne disait rien. On se lavait les mains, on mettait le chapeau, on mettait la veste, on prenait sa caisse à outils et on foutait le camp. Et adieu va. Ouais. J'ai l'impression que c'est des larmes. Ils pleurent. Oh, quand est-ce que vous viendrez me travailler? Quand est-ce qu'on travaillera ensemble? Dans les Vosges, les tailleurs de pierre forment une caste bien à part. Et même si les carrières ont fermé et que les massettes se sont tues, un état d'esprit persiste. Celui de ces hommes, que l'on prend peut-être pour des casse-cailloux, mais qui, en leur fort intérieur, connaissent toutes les lettres de noblesse de leur métier. Ils aiment faire chanter le granit, même s'ils ne savent pas forcément le dire avec des mots. Quand Daniel Petitgenet a décidé de faire le tour de France des compagnons des devoirs,
c'était aussi pour apprendre à parler de cette passion qu'il partage avec les hommes de sa montagne. Et s'il est revenu à son point de départ après 6 années de voyage, c'est qu'il avait appris la sculpture, voie royale qui lui permet de poursuivre son métier de tailleur de pierre dans les Vosges. Le fait d'être ici, d'être un Vosgien, d'être un montagnard, je ne pourrais pas vivre sans montagne. Je n'ai pas toujours dit où j'étais, ce que je faisais, ça c'est sûr, mais j'ai appris beaucoup des autres. Et le fait d'être différent, c'est parce que je dirais que c'est le voyage. Donc on apprend des tas de choses, on croit qu'on était chez soi, qu'on était le meilleur, et puis on s'aperçoit qu'on ne sait rien du tout. Et le jour où on a fait cette démarche de dire je ne sais rien, je veux apprendre, et on a tout gagné là. Ici j'ai encore du travail à faire au niveau de ce métier-là, puis au niveau aussi du message d'homme de métier. Je dois transmettre, je dois transmettre. C'est un devoir. J'allais dire, dans cette folie, il y a des moments merveilleux parce que, je vais nous dire simplement, la pierre chante. Bon, ça c'est, tous les tailleurs de pierre connaissent. Quand on tend donc ce coin-là, en acier, on attend un peu parce que on fait chanter, c'est-à-dire que la pierre vibre tout entière. On imagine que c'est un morceau de chair qu'on enlève, on l'humanise, quoi, je veux dire. Et on fait attention d'en enlever juste ce qu'il faut, quoi. C'est une opération chirurgicale, si on peut appeler ça comme ça. Alors on pense, on est tendu, on est crispé, on a peut-être pas la frousse, ou la trouille, mais il y a quelque chose comme ça de pas faire mal à la pierre, quoi. C'est terrible parce qu'on a une grande force, une grande confiance, tout ça. Et puis d'un autre côté, il y a cette anxiété de ne pas réussir, de rater quelque chose. Toujours, on peut se dire de métier, mais on est devant la matière, on est toujours des apprentis. Et l'éternel apprenti n'oublie jamais son premier maître. Le monument funéraire de son père, Daniel l'a fait tout en granit, tout à la main, avec l'aide de ses frères. Un arbre y prend vie, couronné par la croix des 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Moi, je suis heureux devant la tombe de papa, là, c'est bien. Il a fait du bon boulot. Alors, à mon tour maintenant. Et puis ainsi de suite. Et c'est la grande chaîne de l'humanité. L'homme pense parce qu'il a une main. Je ne sais plus si c'est de Paul Valéry, je ne sais plus de qui est le texte, mais ça veut dire beaucoup de choses, quoi. L'homme pense parce qu'il a une main. Oui. Si l'humanité était comme un bloc de pierre, aussi rayonnant, quoi d'autre ajouter? Parce que tous les cristaux sont unis ensemble. Ils rayonnent de la même force. Est-ce que les hommes ne pourraient pas un jour avoir cette philosophie de la pierre qui, c'est une grande chaîne d'union, la pierre. Ce n'est pas un rêve naïf, parce que combien de fois j'ai pensé, on peut faire cette humanité. Je préfère penser ça comme ça, qui va plutôt dans le sens de la vie, que d'avoir ce côté un petit peu neurasthénique en disant « Ah, c'est foutu, j'y crois plus, je baisse les bras. » Ben alors je laisse mon outil, je laisse ma massette. Ah non, la pierre nous donne ça, nous donne une image. Il y a quelque chose de très fort. T'en profites pour me poter les fesses? Ouais, ma foi. Tu iras plus vite. On est tout en même temps. L'homme primitif, naïf, archaïque, l'homme des cavernes,
Et puis d'un coup, on peut passer, comment je veux dire, au poète, on peut passer à la dentelière, on peut passer à plein de choses. Surtout avec notre façon. Ce qui est curieux, c'est notre façon d'être. Et d'être multiple dans une journée de travail. Mais généralement, quand on ne travaille pas, on reste quand même. On est ce que l'on est. On est soi-même. C'est-à-dire la pierre brute. Et la pierre brute aspire à être taillée. Voilà 2 semaines que Daniel et ses amis font la noce radieuse. Aujourd'hui, la sculpture prendra vie avec le sourire de ces 3 silhouettes de granit qui dansent en une seule ronde. Le visage que je viens d'ébaucher, là, enfin débaucher qui est quasiment fini, me plaît bien. C'est vraiment moi. Le deuxième, on va le voir apparaître, et peut-être que le troisième, il n'y aura pas de visage. Il y aura le visage qu'on ne voit pas, une amorce des visages et la finalité. 1, 2, 3. Il y a une philosophie derrière que je découvre parce qu'il y a le passage des 3, c'est-à-dire celui qui est dans l'ombre, dans la pénombre et dans la lumière. Mieux. Je l'arrose. Ça va déjà lui donner une autre couleur déjà. Ah. Non les mettre à gérer. Ne me touchez point. Merci Jules. On va se mettre tout autour. Alors je dirais que mes frères, les compagnons, me pardonnent ma tenue vestimentaire, mais c'était ma tenue de travail. Mon devoir était d'être en largeau, cravaté pour la cérémonie, mais là, je fais une entorse et ça ne me gêne pas du tout, parce que je suis un homme libre et que c'est je veux dire, c'est la fraternité de tous ceux qui m'ont aidé. Alors que ce soit Benoît, que ce soit René, que ce soit Paul, que ce soit Jules, que ce soit Claude, j'en oublie pas. Voilà, on va se mettre tout autour et on va la signer. Alors maintenant, on va être silencieux, on va penser simplement à nos anciens. Oui. Ça, c'est une belle chose. Merci à nos anciens. Chantier rompu.